Bonjour à tous, je suis heureux d'être là aujourd'hui. C'est la première fois que je donne une conférence à Orléans. Et pourtant, c'est une ville qui occupe une grande place dans mes recherches, parce que je travaille sur l'histoire de la marine de Loire. Et Orléans était un des deux principaux ports les plus importants sur la Loire, avec Nantes. Et les deux étaient extrêmement liés. C'était donc un port qui a énormément pesé sur l'économie orléanaise, un lapsus avec Nantes et l'influence des Hollandais à Nantes. Le port d'Orléans a eu une énorme influence sur l'économie de la ville, mais c'est une influence, la prospérité orléanaise qui était liée au port, cette prospérité a un sombre revers, parce que les raffineries de sucre ont pris, surtout au XVIIIe siècle, une très grande importance dans l'économie de la ville, et ces raffineries de sucre étaient directement liées à l'économie esclavagiste aux Antilles. C'était un sucre au XVIIIe siècle qui était exclusivement un sucre de canne. Et donc l'importance du trafic fluvial sur la Loire a joué sur les relations entre Nantes et Orléans et sur le développement de ces raffineries à Orléans. Donc je vais vous parler de ces thèmes-là. Je vais d'abord aborder la place d'Orléans et de Nantes et les relations entre eux et ainsi indirectement les relations avec l'outre-mer. Je vais vous parler de l'essor du raffinage à Orléans. Je passe mon temps à faire des lapsus, hein. Vous me reprenez, vous traduisez quand il y a besoin, et surtout n'hésitez pas à me poser des questions et à intervenir. C'est le meilleur moyen de savoir si on se comprend bien. Okay. Et puis, je vais vous parler du transport du sucre sur les bateaux, parce que ce sucre d'Orléans, raffiné à Orléans, ça veut dire des dizaines de milliers de tonnes de matières premières qui remontent la Loire depuis Nantes pour être travaillées à Orléans. Donc, je précise que cette conférence, elle est basée sur mes recherches, mais elle est aussi liée à une collaboration, il y a quelques années, avec une doctorante en archéologie qui s'appelle Gaëlle Lair, qui a travaillé sur la raffinerie de sucre dans le Val-de-Loire et particulièrement à Orléans. Donc, on s'était rencontrés, on avait commencé à discuter, justement parce qu'on s'était posé des questions sur le transport de ce sucre et la manière dont les raffineries s'approvisionnaient au loin. Donc, au XVIIIe siècle, la Loire, c'est un axe commercial essentiel pour le pays, à l'échelle de la France, hein, à cause du faible coût du transport fluvial. Hein, vous avez à peu près un écart de 1 à 10 entre le transport sur la Loire et le transport par la route. Donc, c'est un transport qui a donc modifié énormément l'économie des provinces riveraines, que ce soit aussi bien le Forez, ou Forez, je ne sais jamais comment on prononce, le Nivernais, l'Orléanais, l'Anjou, la Touraine, etc. C'est pas pour rien que les principales villes du bassin de la Loire sont au bord du fleuve ou au bord d'un affluent. Pour donner un exemple, en Anjou, l'extraction de l'ardoise et du tuffeau a pris de l'ampleur grâce au transport fluvial. Les vins de Loire sont la conséquence directe de la proximité du fleuve. C'est beaucoup plus une question de transport ou de coût du transport que de terroir, en fait. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, l'Orléanais, c'est peu connu maintenant, était le principal vignoble du bassin de la Loire, plus important que celui de Touraine ou celui d'Anjou. Donc la batellerie offrait au vignoble d'un gros débouché au loin. La position d'Orléans, elle est très avantageuse. C'est une ville qui est au coude du fleuve, au plus près de Paris. Elle sert de relais entre le bassin de la Loire et le bassin de la Seine, mais aussi vers la Bourgogne, vers l'est de la France, vers le nord de la France. Donc c'est des communications qui sont liées à une excellente route entre Orléans et Paris, mais aussi à la construction des canaux au XVIIe siècle. Canal de Briare et canal d'Orléans. Autre avantage pour Orléans, la navigation à la voile est possible entre Nantes et Orléans, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coudes sur le fleuve, alors que si vous allez du côté de Sully, remonter à la voile, s'il faut changer de direction tous les 5 km, c'est plus compliqué. Donc en amont d'Orléans, on passe au halage, et le halage est beaucoup plus cher que le transport à la voile. Donc cette position d'Orléans, elle favorisait son industrie, d'où le raffinage, et elle facilite aussi l'approvisionnement en matières premières, le sucre brut qui remonte depuis Nantes, mais aussi le charbon de terre qui est nécessaire aux raffineries du sucre, parce que pour raffiner le sucre, on fait une cuisson,
Et donc le charbon vient de la Haute-Loire. Et donc Orléans est bien situé entre le charbon de la Haute-Loire d'un côté et le sucre qui vient de Nantes de l'autre. Les relations entre Nantes et Orléans sont intenses. Orléans envoie des marchandises extrêmement variées, du blé, de la farine, du textile, du chanvre, des armes, du bois, de la quincaillerie, du fromage, du papier. Il y a énormément de marchandises dans les descriptions, des pierres à fusiller, des poudres. Et puis Nantes, de son côté, envoie des marchandises moins variées, du sel, du sucre brut, pour les raffineries, essentiellement. Alors j'ai étudié le trafic fluvial, notamment grâce à des procès-verbaux de naufrage. Quand il y a un naufrage, les mariniers demandent des procès-verbaux pour montrer que ce n'est pas de leur faute, que c'est le hasard, les circonstances, la tempête, etc. Et je me suis rendu compte qu'en étudiant des procès-verbaux dans la région nantaise, enfin en Anjou, pas très loin de Nantes, vous avez près de la moitié des chargements qui viennent de Nantes qui sont destinés à Orléans. Donc on a vraiment un lien étroit entre Nantes et Orléans. Ça, c'est les marchandises qui remontaient d'après 83 procès-verbaux d'avarie. Et vous voyez la part massive d'Orléans dans le trafic, alors que c'est des documents qui ont été étudiés plutôt dans la région angevine. Donc on a vraiment un lien Nantes-Angers, et puis on passe tout de suite à Orléans. Ces relations étroites avec Nantes, elles ont des effets particuliers dans la mesure où Nantes, c'est le principal port négrier. Alors ça, on va revenir dessus tout à l'heure. Nantes, c'est le principal port négrier français. Ce qu'on appelle port négrier, c'est-à-dire le port dont partent des bateaux qui vont faire le commerce des esclaves. Un chercheur, Jean Métas, a répertorié plus de 1400 expéditions négrières, comme on dit, à Nantes entre 1707 et 1793, c'est-à-dire 43% de tout le trafic des ports français. Et ensuite, à partir de 1814, ce commerce des esclaves est interdit, même si l'esclavage, lui, est pratiqué jusqu'en 1848, mais le commerce des esclaves est interdit. Et le port de Nantes, entre 1814 et 1831, donc à une époque où ce commerce est illégal en théorie, parfaitement toléré, mais en théorie illégal, Nantes représente 70% du commerce négrier de la France. Donc c'est une pratique généralisée à Nantes. Ce n'est pas quelques marchands qui font ça, hein, c'est la plupart des grands négociants, une partie de leur activité, ou des grands armateurs, une partie de leurs activités, c'est le commerce des esclaves. Même si c'est un bateau sur 10, à peu près tout le monde en fait. Donc c'est une pratique courante. Et ce sucre, arrivé à Nantes, il arrive sous forme de sucre brut, et après je vais vous expliquer qu'une partie est réexportée dans le reste de l'Europe, et une partie est envoyée dans le bassin de la Loire, et particulièrement à Orléans. Enfin, oui, parce que j'ai oublié de préciser, vous avez des bateaux qui partent de Nantes, qui vont prendre ce qu'on appelle des marchandises de traite, c'est-à-dire des poudres, des armes, et je retrouve des choses que je vois dans le commerce entre Orléans et Nantes, des poudres, des pierres à fusil, des tissus, etc. Et ça, c'est une autre manière dont Nantes participe. Nantes participe à l'approvisionnement des bateaux qui vont faire des échanges de marchandises contre des esclaves sur les côtes africaines. Donc vous avez des bateaux qui partent de Nantes, qui vont échanger des marchandises contre des esclaves sur les côtes africaines, qui vont ensuite aller aux Antilles, revendre ces esclaves, revendre ou échanger d'ailleurs les esclaves contre du sucre pour revenir ensuite à Nantes. Et de Nantes, effectivement, ça part en partie dans le bassin de la Loire, c'est-à-dire Orléans, aussi Saumur et Angers. L'application du commerce orléanais, elle apparaît notamment quand on lit la biographie très intéressante d'un Orléanais célèbre, Aignan Thomas Desfriches, qui était négociant, raffineur de sucre et dessinateur, peintre-dessinateur,
Et c'est très intéressant. Il a fait il a créé beaucoup d'œuvres très intéressantes, notamment cette vue d'Orléans qui est très célèbre. Donc on est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Quand on lit sa biographie, et c'est pas du tout surprenant parce que ça se retrouve dans toutes les villes du bassin de la Loire, hein. À Angers, c'est très, très marquant aussi. On voit par exemple qu'il a un jeune frère, Defriche Lossy, qui fait partie d'une compagnie de commerce nantaise et qui embarque sur un corsaire et qui finalement devient capitaine de navire négrier. Vous avez un autre frère qui est envoyé à Saint-Domingue, alors très probablement pour surveiller justement l'approvisionnement, le commerce et les échanges avec Saint-Domingue et l'approvisionnement d'Orléans en sucre. À cette époque-là, le plus gros commerce de Saint-Domingue avec la métropole, c'est le sucre. Et Defriche, donc, il crée une petite raffinerie de sucre à Orléans et il a des relations étroites avec Saint-Domingue. Alors, pour vous parler plus précisément du raffinage, la canne à sucre, elle vient de la Nouvelle-Guinée, hein, très très loin. Elle arrive ensuite en Chine, en Inde, en Syrie et en Palestine. On commence à se rapprocher de l'Europe vers 700 de notre ère. Le raffinage est pratiqué au XIIe siècle à Venise et ensuite ça arrive en Espagne, au Portugal. Et vous voyez bien, Espagne-Portugal, 15e siècle, on arrive en Amérique au XVIe siècle. Et il est pratiqué dans les colonies françaises, surtout à partir de 1660. Enfin, là, plutôt, pas le raffinage, mais la culture du sucre, la canne à sucre, est pratiquée dans les colonies françaises, surtout à partir de 1670. Donc on a des centres de culture du sucre et des centres de raffinage. Donc dans les îles, vous avez de la canne à sucre qui est coupée, qui est portée dans un moulin, avec des gros rouleaux, c'est ce qu'on voit au milieu. Vous voyez un moulin autour avec des bêtes qui font tourner le moulin, et au milieu, vous avez la canne à sucre qui passe dans des rouleaux. Vous avez un sucre qui en est tiré, le sucre est filtré, mis dans des barriques, qui elles-mêmes servent à filtrer le sucre, et vous avez ce qu'on appelle un sucre brut qui est produit, qui est encore un peu coulant, mais avec déjà une cristallisation. Et ce sucre blanc, ce sucre plutôt brut, appelé Mosquade, est envoyé en Europe pour être raffiné. Vous avez aussi un autre procédé qui permet de fabriquer du sucre dit terré, avec une filtration plus longue et un sucre qui peut davantage être consommé directement. Donc vous avez le sucre blanc qui est raffiné à partir de sucre brut et qui est concurrencé par le sucre terré, qui est du sucre non raffiné, mais un peu plus filtré. Donc le sucre brut, quand il est raffiné, il est raffiné lors d'une cuisson. Ce sucre-là, il est consommé de manière de plus en plus importante au XVIIIe siècle en Europe, parce qu'il sert à sucrer les boissons, le café, le chocolat, le thé. Et puis il sert aussi il sert aussi dans la production de boissons alcoolisées. Et puis à fabriquer des sorbets, des confitures, des glaces, des biscuits, etc. On a un essor de l'utilisation du sucre très très forte au XVIIIe siècle. Parce qu'avant, on utilisait essentiellement du miel. Vous avez une production qui augmente très fortement. Vers 1700, le marché européen absorbe 60 000 tonnes de sucre brut, dont 25 000 produites dans les colonies anglaises et 10 000 dans les colonies françaises. Donc on est très... ça commence déjà en 1700, mais c'est surtout au cours du XVIIIe siècle que Saint-Domingue va prendre énormément d'importance. Ça va devenir le grand centre du raffinage du sucre dans les Antilles. Et en 1788, on est passé donc, en Europe de 60 000 tonnes à 300 000 tonnes de sucre, dont une grosse partie qui vient de Saint-Domingue. J'avais vu que Saint-Domingue, oui, produisait déjà 86 000 tonnes à lui tout seul. Donc on est sur entre un tiers et un quart de toute la production des Antilles. Cette production de sucre se fait essentiellement avec des esclaves. Vers 1788, on compte 455 000 habitants à Saint-Domingue, dont 405 000 esclaves. Vous avez 405 000 esclaves et
Donc par déduction, 50 000 libres. Donc c'est une population, enfin un écart extrêmement fort. Vous avez un nombre d'esclaves qui ont transporté aux Antilles qui est beaucoup plus fort, parce qu'en fait, la durée de vie des esclaves est faible. Je n'ai pas retrouvé les chiffres exacts, mais dans une étude, j'avais vu, je crois, 6 à 10 ans, à peu près. Un esclave arrivé aux Antilles avait une espérance de vie de 6 à 10 ans à peu près. Donc en fait, ils essayaient de les faire durer le plus longtemps possible. Et donc, les navires nantais, à eux seuls, ont transporté plus de 550 000 personnes aux Antilles, au XVIIIe siècle. Vous avez un raffinage donc, qui se développe à partir, en France essentiellement au XVIe siècle, à partir du moment où on a du sucre qui arrive d'Amérique. Alors au début, ça vient surtout des colonies espagnoles ou portugaises. Et donc vous avez des raffineries qui sont créées d'abord près des ports, logiquement, à Rouen, à Marseille, à Bordeaux, La Rochelle, Saint-Malo et Honfleur. Pas tellement Nantes au début. Voilà. Et puis à partir de 1660, des raffineries sont créées tout le long de la Loire, à Angers, à Saumur, à Tours et surtout à Orléans. La première raffinerie à Orléans, c'est 1665, à peu près. À cette époque, c'est-à-dire au début du règne de Louis XIV, Rouen, la ville des Rouen, est le principal centre de raffinage des sucres en France. Mais ça va beaucoup changer au cours du règne de Louis XIV, parce que c'est un règne extrêmement guerrier, marqué par un nombre incroyable de guerres, et en particulier de guerres maritimes. Et Rouen, quand on est en guerre contre l'Angleterre ou contre les Pays-Bas, c'est très mal situé. Le port de Nantes a plus de problèmes, aura des problèmes aussi d'approvisionnement à cause des guerres, mais beaucoup moins. Le port de Nantes est moins exposé. Donc les guerres du règne de Louis XIV ont favorisé le développement de Nantes aux dépens de Rouen. Donc ça se fait progressivement. En 1695, on a 3 raffineries, avec des noms qu'on retrouve pendant tout le XVIIIe siècle, Boelève, Vanderberg-Mendestre et Vanderberg-Sarrebourg, sachant que ce sont des noms qu'on retrouve aussi à Nantes. Parce que vous avez des relations étroites entre les marchands nantais et les marchands orléanais, qui sont des relations qui sont liées aussi à la manière dont on faisait du commerce, dont on organisait sa vie familiale en fonction du commerce à l'époque. Un marchand, un grand négociant qui négocie à travers la France ou en Europe au XVIIIe, c'est une organisation à partie familiale. On s'arrange pour que, par exemple, il y ait un frère qui soit à Orléans, l'autre frère s'établit à Nantes, un autre à Rouen. Donc comme ça, on contrôle les marchandises qui vont de Lyon à Rouen, qui s'embarquent sur les bateaux pour aller à Orléans. Le frère qui est à Orléans, ou le beau-frère, ou les cousins, parce qu'après, ça devient des cousins, vu les relations familiales, on peut réceptionner les marchandises envoyées par quelqu'un d'autre, et on a des correspondants fiables, en qui on a confiance. Et la confiance dans le commerce au XVIIIe, c'est essentiel. Orléans, c'est vraiment la ville qui, au cours du XVIIIe siècle, voit le plus grand développement des raffineries. La carte suivante permet de visualiser des raffineries en France vers 1775-1778. Mais vous avez le nombre de raffineries, mais la production n'est pas proportionnelle. C'est-à-dire que les 17 raffineries d'Orléans produisent nettement plus que les 26 de Bordeaux. Pourquoi ? Parce qu'à Orléans, on a davantage de grosses entreprises, de grosses raffineries. Et à Bordeaux, les établissements sont un peu plus petits. Donc, il ne faut pas voir cette carte comme une représentation exacte de la production de sucre, par exemple. On a des problèmes d'approvisionnement dans les années 1790, avec la révolte de Saint-Domingue. Alors, des études sur l'Orléanais avaient dit qu'on avait eu un effondrement des raffineries orléanaises. Maintenant, c'est un peu plus nuancé, parce qu'en fait, les raffineries ont continué à s'approvisionner, notamment grâce aux corsaires, aux prises des corsaires. Et puis, pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, comme d'habitude, les raffineries du nord de la France ont eu des problèmes
plus importants que ceux du port de Nantes, hein, parce qu'ils étaient encore plus près de l'Angleterre. Donc on compte encore 29 raffineries, a priori plus petites qu'à la fin de l'Ancien Régime, 29 raffineries en 1796. Et on en trouve encore 22 en 1810, donc en fait l'effondrement des raffineries orléanaises est très contestable. Au XIXe siècle ensuite, on a une concurrence qui s'établit entre le sucre de betterave, qui se développe, et le sucre de canne. Alors ça, j'avais vu ça dans une autre étude, c'est une concurrence qui est arbitrée par l'État, auquel le parti favorable au sucre de canne et le parti favorable au sucre de betterave ont recours pour essayer de chacun de maintenir son activité. On a des taxes qui sont modulées sur l'arrivée du sucre de canne pour soit favoriser le sucre de betterave, soit au contraire favoriser les Antilles. Il y a des luttes politiques intenses à ce sujet-là. Alors, cet essor des raffineries orléanaises, il n'est pas lié seulement aux avantages de la position de la ville, donc près de Paris, à un côte du fleuve, avec des transports faciles depuis Nantes. C'est lié aussi à des initiatives de l'État. Le gouvernement, entre 1670 et 1720, passe son temps à changer les règles destinées à encadrer le commerce du sucre. C'est vraiment un système très dirigiste, avec un encadrement de la production. Ainsi, le raffinage du sucre est interdit aux Antilles, pour réserver le raffinage à la métropole. Bon. Les gens essayent de tricher un peu aux Antilles en faisant des sucres terrés, donc produits sans raffinage, mais qui se rapprochent bizarrement beaucoup du sucre raffiné. La limite étant visuelle et gustative. Donc c'est toujours, vous avez des droits de douane différents entre le sucre brut et le sucre terré et le sucre blanc. Donc il y a souvent des contestations des droits de douane parce qu'il y a une subjectivité. Et le commerce est aussi, alors par exemple, l'intervention de l'État, il y a une chose intéressante. L'État, en 1716, l'État exempte les sucres bruts, donc les sucres des Antilles, échangés aux îles contre des esclaves. Ce n'est pas du sucre qu'on vend, enfin des esclaves qu'on vend aux îles et on rachète du sucre derrière. Quand on peut prouver avec un papier qu'on fait un échange direct, on a des droits de douane réduits de moitié. Pourquoi ? Parce que l'État veut favoriser l'esclavage. Il veut favoriser l'introduction d'esclaves aux Antilles. Une autre manière dont l'État intervient, c'est le système des privilèges. Pour faire certains commerces, les villes ont des privilèges. Par exemple, Nantes, jusqu'en 1671, ne peut pas commercer directement avec les îles françaises. Les armateurs n'ont pas le droit de le faire. Et quand ils sont autorisés en 1671, ça provoque un boom, un développement massif des armements maritimes à Nantes, parce qu'ils se tournent massivement vers le commerce avec les Antilles. Et notamment à travers la traite négrière dont j'ai parlé tout à l'heure. En 1675, autre changement important, vous avez tout un système fiscal qui est modifié. Alors pour comprendre ça, je suis obligé de revenir à la bataille de Poitiers en 1356. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça remonte à loin, mais... alors, je cherche la carte que j'avais mise. Eh bien, je ne la trouve pas. Bon, c'est pas grave. En 1356, vous avez le roi de France qui est fait prisonnier lors d'une bataille, la bataille de Poitiers, et vous avez des provinces qui sont mises à contribution pour payer un impôt. Les provinces de la région parisienne acceptent de payer cet impôt, l'Anjou, la Touraine, le Poitou, le Berry, toutes les alentours de Paris, on va dire, larges. Et vous avez d'autres provinces qui ne sont pas taxées, notamment la Bretagne et une partie du Midi, parce que soit elles ne sont pas soumises directement à l'autorité du roi de France à ce moment-là, soit il y a des guerres civiles, notamment en Bretagne à ce moment-là, soit il y a des négociations entre les provinces et le gouvernement. Le résultat, c'est que vous avez, au XVIIIe siècle encore, des provinces autour de Paris qu'on appelle les 5 grosses fermes, et vous avez des provinces qui sont appelées réputées étrangères sur le plan fiscal,
notamment la Bretagne, ce qui fait qu'il y a une frontière fiscale entre la Bretagne et toute la région du centre de la France, dont Orléans fait partie. Cette frontière, elle est sur la Loire, entre Nantes et l'Anjou, notamment le port d'Ingrande-sur-Loire, où il y a un droit de douane. Et ce droit de douane, ça veut dire que tout le sucre qui arrive des Antilles, il doit payer un droit de douane sur la Loire à cet endroit-là. Et en 1675, le gouvernement décide que le sucre raffiné à Nantes sera très fortement taxé à Ingrande, donc il ne pourra plus monter la Loire dans la pratique parce qu'il sera beaucoup trop cher. Et en même temps, le même texte autorise les Nantais à exporter du sucre brut dans le reste de l'Europe. Donc ça veut dire que le gouvernement décide de répartir le rôle entre les villes du bassin de la Loire et Nantes. Nantes recevra beaucoup de sucre brut, pourra vendre dans tout le nord de l'Europe, qui consomme énormément de sucre aussi, et en revanche, ne pourra pas vendre de sucre raffiné dans le bassin de la Loire. Il enverra du sucre brut dans le bassin de la Loire, et ce seront les villes du bassin de la Loire qui raffineront le sucre. Il y a une répartition du rôle avec à chaque fois des pressions des cercles commerçants des différentes villes pour expliquer si vous changez les règles dans telle direction, ça va ruiner notre ville. Les textes de l'époque sont extrêmement excessifs à chaque fois quand il s'agit de défendre les intérêts de la ville. Toutes les grandes réformes fiscales de l'époque risquent de ruiner totalement toutes les villes concernées. Donc vous avez une répartition et notamment l'essor des raffineries orléanaises. Je vais rester sur cette image-là pour le moment. Donc ces raffineries orléanaises, elles se développent beaucoup dans toute la ville, avec de nombreuses plaintes de la part des riverains. Parce qu'avoir une raffinerie à côté, c'est pas à côté de chez soi, c'est pas très marrant. Pourquoi ? Parce que le raffinage, c'est de la cuisson. Cette cuisson, vous utilisez du feu pour les chaudières, il faut stocker du charbon, tout ça c'est dangereux, et on craint énormément les incendies. Donc les riverains ne sont pas rassurés. Ensuite, vous avez des fumées qui envahissent tout le quartier, et puis vous avez des odeurs dérangeantes, parce que pour le raffinage du sucre, on porte à ébullition du sucre brut, de l'eau de chaux, du sang de bœuf et du blanc d'œuf. Et alors, pour limiter les nuisances, on demande aux raffineurs de construire de hauts murs autour de la raffinerie et d'exhausser la hauteur des cheminées. Ça marche plus ou moins bien, surtout quand vous avez 20 raffineries dans la ville. Hein. Alors là, la municipalité, en 1775, décide d'interdire la création de nouvelles raffineries dans la Vume, mais le gouvernement royal donne des autorisations. Hein. Donc voilà. Et ce n'est pas la municipalité qui va décider. Les nuisances augmentent au XIXe siècle parce qu'on développe l'utilisation de ce qu'on appelle le meuard animal, c'est-à-dire un résultat de cuisson d'os d'animaux. Hein. Donc l'odeur ne s'améliore pas. Donc ces raffineries d'Orléans, elles travaillent pour Paris, essentiellement, mais pas seulement. C'est là que j'en reviens à la carte que j'ai un peu zappée tout à l'heure. On les retrouve aussi, il y a aussi une clientèle dans l'Est, le bassin de la Seine, l'Est de la France, en Bourgogne notamment. Alors ça vient d'un livre d'une autre chercheuse qui a travaillé sur le raffinage, Claude Villeray. Et donc ça, c'est les principaux clients d'une raffinerie, la raffinerie Ravaud. Et on voit leur créance entre 1778 et 1793. Ça donne une répartition un peu des relations commerciales. Sachant qu'on voit bien Orléans, on voit bien Paris, mais il y a aussi Dijon, Auxerre, etc. On voit ici Nantes, et ça c'est particulier, c'est que vous avez des déchets, les sirops de sucre sont des déchets de raffinage, dont on produit des milliers de tonnes chaque année, et ce sirop de sucre est envoyé et renvoyé en fait vers Nantes, et revendu à Nantes. Et ça sert notamment à faire du tafia, de l'alcool.
sachant que l'utilisation pour la consommation française est interdite pour protéger les eaux de vie françaises. D'abord, la prohibition des tafias en 1713 est d'abord liée à... on présente ça comme une défense de la santé des consommateurs, mais c'est vraiment une question économique d'abord. Donc j'avais repéré environ en 1753 25 tonnes de tafia qui de sirop de sucre qui redescendait la Loire. Je vais vous parler maintenant du transport du sucre dans les bateaux. Le sucre donc arrive des Antilles. Ouais, ok. Alors déjà, il peut être en partie endommagé lors de la navigation entre les Antilles et Nantes, sachant qu'on a à peu près des pertes estimées à 5 à 10%. Hein. Vous avez le sucre qui est endommagé lors des tempêtes, de l'eau qui rentre à l'intérieur. Si vous avez de la chaleur, vous avez les douves, des tonneaux qui s'écartent et on a des pertes de sucre comme ça. Mais ça arrive aussi sur les bateaux de Loire. Un des problèmes de la navigation de Loire, c'est qu'elle est extrêmement incertaine. C'est-à-dire qu'en théorie, dans les meilleures conditions, entre Nantes et Orléans, vous pouvez avoir une navigation à 10 jours, 10 ou 12 jours. Ça peut être aussi 3 mois. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance parce que vous pouvez très bien partir alors qu'il y a un bon vent et il y a de l'eau. Mais arrivé en Anjou, il n'y a plus d'eau, vous avez une tempête, puis vous avez les glaces qui se mettent dans la Loire, puis à nouveau il n'y a plus d'eau. Pour donner un exemple de l'incertitude, alors une incertitude encore plus marquée, je vais prendre un exemple à 9 heures. Plus on va vers l'amont, plus il y a des problèmes d'incertitude sur la Loire. Des chargements des faïences de 9 heures chargés sur les bateaux en juin. En décembre, le bateau n'est pas parti. Il est toujours à quai. Parce qu'entre-temps, il n'y a pas de crue. Pas de chance. D'habitude, il aurait dû pouvoir partir, mais comme il y a une irrégularité, il n'y a pas eu suffisamment d'eau. Le 17 décembre, une crue arrive, mais les glaces arrivent juste après. Donc le marinier décide de ne pas partir finalement parce que c'est trop dangereux. Pour les sucres, c'est un peu pareil. Vous pouvez avoir aussi des problèmes de chaleur, des problèmes de froid. De problèmes de chaleur, ça veut dire que vous pouvez avoir le bois qui se déforme. Donc vous avez des fuites de sucre, sachant que le sucre est encore en partie liquide. Si vous avez du gel, vous avez des problèmes aussi avec les douves des tonneaux, qui se déforment aussi. Alors le pire, c'est pour le vin qui peut geler à l'intérieur des tonneaux et écarter les douves avec la glace. Donc vous avez énormément de contraintes. Ces sucres sont accompagnés de ce qu'on appelle des lettres de voiture. Ce sont des documents que l'expéditeur de Nantes confie au batelier pour d'une part pour être confié au marchand à l'arrivée, pour que le marchand puisse se dire écoutez, je suis censé recevoir 50 tonnes de sucre, j'en ai reçu 48 tonnes, il y a un problème. Et aussi pour présenter ces lettres de voiture, ça va aussi être présenté pour les perceptions des péages, notamment le péage à un grand dont je vous ai parlé, avec des droits de douane assez importants. Les raffineurs orléanais font très attention dans leur demande à demander des sucres de bonne qualité, avec parfois de mauvaises surprises. On parlait des friches dont j'ai parlé tout à l'heure, le défriche en question. Il reproche à un commissionnaire, à un moment donné, parce que le commissionnaire, c'est le marchand intermédiaire, de lui avoir envoyé des Mosquad, des sucres bruts de mauvaise qualité, et lui enjoint de lui fournir que des meilleures, même si elles sont plus chères, parce que les dernières étaient d'un grand vice, comme il disait, et un poison quand on les raffine. Les négociants se plaignent des retards, je vous ai dit qu'il y avait des retards très importants, et les voituriers doivent obtenir des certificats. Un des problèmes des retards, c'est que les voituriers doivent obtenir des certificats pour chacun des destinataires des différentes marchandises. Ça veut dire qu'on a un bateau qui transporte, qui revient de Nantes, qui transporte, disons, 40 marchandises différentes. Donc 15 chargements de sucre, avec 15 papiers différents.
contrôlés au bureau de douane, grande, ou ailleurs, parce qu'il y a des taxes un peu partout. Sachant que la navigation des bateaux se fait souvent en groupe. Les bateaux, par exemple, attendent à Nantes d'avoir du bon vent. S'ils attendent longtemps, quand le bon vent arrive, vous avez 50 bateaux qui remontent la Loire, ou 100 bateaux, qui vont arriver tous en même temps au poste de douane, où ils vont être contrôlés par 2 personnes. Voilà, ça peut prendre une semaine. Et au bout de la semaine, vous avez le vent qui est tombé. Voilà. Voilà, ça c'est un des problèmes de la navigation en Loire. Donc je vous ai parlé des dégâts. Vous avez les accidents sur la Loire qui posent aussi des problèmes. On le voit dans les procès-verbaux de naufrage demandés par les mariniers pour se justifier auprès des marchands. Vous avez donc des bateaux qui sont heurtés par des obstacles, qui heurtent plutôt des obstacles immergés. Vous avez des tempêtes, vous avez des coups de vent, etc. Donc vous avez des bateaux qui se retrouvent à l'eau avec les marchandises. C'est pour ça qu'il y a le procès-verbal. S'il n'y avait que le bateau, le voiturier n'aurait pas besoin de demander un procès-verbal parce qu'il supporte seul les conséquences. Là, quand vous avez un naufrage et que vous avez des marchandises, en théorie, le marchand peut se retourner contre le voiturier, contre le transporteur, sauf s'il présente un procès-verbal rédigé par un notaire pour expliquer que, voilà, non, un coup de vent totalement imprévu a soufflé, ce n'est pas du tout de sa faute, il n'est pas du tout parti à l'heure qu'on annonçait une tempête, hein. Ou bien il n'a pas été inconscient lors de ses déplacements. Et avec ces procès-verbaux, on peut trouver des chargements de sucre. Et on voit par exemple, ça permet de trouver les noms des raffineurs. Ok. On retrouve les noms d'une grande partie des raffineurs nantais, les Guédreville, les familles Lemoine, Vanderberg, Chaussard, etc. Et Dubourg aussi, et la famille Jogues qu'on retrouve aussi bien à Nantes qu'à Orléans, parce que ce sont les cousins des familles proches. Je vais finir maintenant. On pourra, si vous voulez, reparler du sujet, si vous avez des questions en sortant. Je voudrais finir sur le fait que ça pose des questions qu'on peut se poser aussi maintenant de nos jours, sur quelles sont les responsabilités. Ça pose des questions de morale et de responsabilité. Quand on parle de Nantes et du trafic négrier, c'est simple. L'esclavage, c'est pas bien, le trafic négrier, c'est pas bien. Donc, voilà. Quand on parle du commerce d'un produit, c'est plus indirect, le commerce du sucre. Mais est-ce que les responsabilités sont réellement moindres? On contribue aussi. S'il n'y avait pas de raffineurs orléanais, il n'y aurait pas de commerce négrier. Vu qu'on n'aurait pas besoin d'apporter d'esclaves aux Antilles, parce qu'on n'aurait pas besoin de fabriquer du sucre. Donc, en fait, ça pose la question de quelles sont les responsabilités d'une personne dans un rouage, dans une société où tout le monde trouve normal, ou pratiquement tout le monde trouve normal, qu'on pratique l'esclavage au XVIIIe. Je disais qu'à Nantes, la plupart des marchands, des négociants sont concernés par ce trafic, parce que les gens trouvent ça normal. À Orléans, c'est pareil. Tout le monde trouve normal de raffiner, et tout le monde trouve normal aussi d'avoir des relations d'entretenir des relations directes avec les Antilles ou de posséder des habitations aux Antilles, etc. Donc ça posait que tout le monde ne trouvait pas ça forcément normal d'ailleurs, parce que vous avez à la veille de la Révolution une société des Amis des Noirs, par exemple, qui se battait, notamment à Nantes, c'était pas facile à Nantes, contre le commerce négrier, contre l'esclavage. Mais voilà, et ça pose aussi des questions. Moi, je me pose aussi des questions en comparant le sucre. Si vous prenez par exemple le pétrole, du pétrole qui est extrait du golfe de Guinée actuellement, les conditions de travail. Bon, voilà. Ça pose des questions sur la responsabilité des activités économiques et même de nos activités en tant que citoyens, je trouve. Voilà. Désolé d'avoir été un peu long.